un sujet, 1 heure. À chaque fois, les minutes sont précieuses. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve pour notre 3e édition de nos débats entre DIRCOM. Dédicace à Patrick Chambaud, avec qui j'ai imaginé ce format. Je sais que tu es là, je t'ai vu. Tu vois la dynamique continue, donc merci infiniment. Je suis aux côtés de Céline Branaroche, directrice communication de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je respire. Et Vincent Foucault, expert communauté et directeur marketing et commercial chez Voodoo. Merci à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Notre sujet de débat, de l'influence aux communautés, comment remettre du vrai entre les marques et les consommateurs, les citoyens et les collaborateurs. Parce que la confiance, on sait tous, conditionne tout, l'achat, l'adhésion, l'engagement, et elle ne se décrète pas, elle se construit dans la relation. Parce que les logiques communautaires ne sont plus une option, elles bousculent nos façons de faire et les DIRCOM doivent s'en emparer. Et parce que parler de ce sujet maintenant, c'est positionner la communication comme un levier de transformation et prendre sa place de business partner. Et vous savez, comme ce sujet m'anime. Ce débat est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais vous demander d'activer vos caméras, de faire votre plus beau sourire pour notre photo LinkedIn, de couper vos micros et d'activer la main pour partager vos questions et réagir tout au long de notre débat. C'est parti. Céline, je te laisse nous donner quelques éléments de contexte et ton point de vue en tant que DIRCOM. Donc, j'ai l'impression qu'on me demande juste d'exécuter des tâches et que je ne suis pas partie prenante d'un vrai projet collectif. J'en ai marre d'être juste un numéro dans une base de données. On me parle toujours en tant que client, jamais en tant que personne. C'est des phrases qu'on a pu entendre, qu'on a pu lire, voire même qu'on a pu ressentir. Ces phrases, elles traduisent une attente de la part de consommateurs, de citoyens et de collaborateurs, une aspiration à être prise en compte, à être écoutée, une aspiration à du lien, et au-delà de ça, une exigence de confiance et de transparence. Donc, au-delà de ces témoignages, il y a des phrases qui viennent, il y a des statistiques qui viennent étayer ces témoignages-là. Je vais juste vous donner les chiffres. Je précise que je vous mettrai les sources de ces chiffres dans le chat juste après avoir pris la parole. 7 Français sur 10 considèrent ne pas se sentir écoutés par les marques. 63% des Françaises et des Françaises estiment que les institutions ne les écoutent pas, même lorsqu'elles les consultent. Et 48% des salariés disent que partager l'information donne du sens à leur travail. Je vais rajouter un élément supplémentaire pour expliquer pourquoi c'est important de penser groupe et de penser communauté, c'est le sentiment de solitude. Statistique assez effarante, 12% des Français de plus de 15 ans sont en situation d'isolement relationnel. Ça veut dire que leur réseau de sociabilité est réduit au strict minimum et ils n'ont presque pas de relation avec des êtres humains pendant la journée, alors que pendant ce temps, ils peuvent être abreuvés et bombardés de messages. Donc, c'est quelques chiffres pour vous donner un aperçu du fait qu'il faut qu'on se préoccupe de cette situation-là. Cet enjeu de confiance, il n'est pas nouveau. Ça date pas depuis 5 ans qu'on se dit il faut qu'on mette de la confiance entre marques et consommateurs. Dans les années 80-90, la confiance, elle était vraiment seulement vue sous un enjeu de société. C'est un lien social. Dans les années 2000, on a commencé à plus s'intéresser, les chercheurs se sont intéressés à la confiance en tant que levier économique majeur. Des outils de CRM ont été mis en place et l'idée de proximité a pris une part de plus en plus importante dans la communication. Michel Maffesoli a été un des premiers à évoquer en 2007 ce qu'il a appelé la communication émotionnelle.
Et on est là vraiment dans le cœur, c'est-à-dire toucher l'autre, créer du lien, par opposition à ce qui pouvait paraître avec la mondialisation notamment, une société plutôt rationalisée et plutôt distante. Et cette confiance, elle est devenue un argument stratégique pour cette marque. Et vous avez notamment la Maïf, qui est devenue assureur militant en 2009. Et au-delà de cet argument, on le voit aujourd'hui avec une campagne de pub qu'on a vu se déployer depuis maintenant quelques mois, où ils donnent carrément la parole à leurs sociétaires et ils leur font confiance pour leur dire qu'est-ce qui est important pour eux. Pourquoi il faut s'interroger sur la place de la communauté et la place de la confiance? Parce qu'en fait, ça rapporte. C'est pas juste parce que c'est bien, il faut aussi parler les chiffres, parce que quand on est DIRCOM, il faut aussi aller vendre le pourquoi c'est important de faire communauté. Il est estimé que les entreprises qui ont développé des communautés engagées enregistrent des croissances 2,5 fois plus rapides que les autres entreprises et que les retours sur investissement sont 2 à 5 fois supérieurs par rapport à leurs concurrents. L'engagement communautaire, pour une majorité de clients, et comme c'est ce que tu évoquais, Fanny, est presque devenu plus important que la publicité, les leaders d'opinion, voire les médias. Et du coup, ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire penser communauté? Vincent, il prendra la parole plus techniquement. Je vais juste vous donner quelques pistes. Je l'ai évoqué, il y a une saturation de l'espace médiatique, l'espace informationnel. On abreuve nos clients et nous, en tant qu'institution, on abreuve aussi nos citoyens de messages. Donc, ils sont saturés. Et certains citoyens et citoyennes ou certains consommateurs sont saturés au point de se désabonner de newsletters parce qu'ils ont l'impression qu'on ne leur parle pas à eux et qu'on leur balance des messages totalement hermétique et froid. Pourquoi la confiance, elle est importante? Elle est importante en cas de crise. Parce que les personnes qui sont membres de vos communautés, les consommateurs qui ont appris à vous connaître, à qui vous avez dit vous êtes important, c'est vos meilleurs alliés. Ils sont capables d'abord d'écouter vos arguments, de répondre à des critiques à l'extérieur et de promouvoir des messages positifs. Et puis, ils sont capables éventuellement d'oublier si vous avez fait une erreur et de reconstruire la relation. Et ça vaut aussi pour des associations qui ont connu récemment notamment des vraies et des graves crises réputationnelles. Et puis, avoir une communauté, c'est aussi un levier absolument indispensable pour mieux connaître nos consommateurs. Ils peuvent être à l'avant-garde, ils peuvent nous proposer, nous faire remonter leurs attentes, leurs usages de produits qu'on ne pourrait pas imaginer ou leurs attentes de nouveaux produits. Et elles permettent, cette relation de confiance et communauté, elles permettent vraiment d'identifier des signaux faibles qu'on n'aurait pas pu identifier même avec les meilleurs outils qu'on peut avoir liés à l'IA qui sont liés en train de se développer. Voilà, juste quelques pistes pour vous dire que c'est intéressant pour nous de l'intégrer, cette idée, c'est un enjeu de communauté, et que si on veut en parler à l'extérieur, clairement, il y a un enjeu économique derrière absolument colossal. Et du coup, je laisse la parole à Vincent pour le plus en détail. Eh bien, merci. Je vais vous partager mon écran. Tu as parfaitement résumé le sujet. J'ai même envie de dire que du coup, les communautés, c'est maintenant votre nouveau super pouvoir en tant que DIRCOM et en tant que business partner. Parce que quand on parle de communauté, forcément, en tant que DIRCOM, vous serez une partie prenante, soit le sponsor, soit le décisionnaire, soit le pilote de ce projet communautaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire communauté? Ce qu'on appelle, en termes un peu plus techniques, le community building. Tout d'abord, si on revient un peu aux origines, les communautés sont vraiment ancrées dans notre ADN. On s'est développé, nous, êtres humains, en tant qu'animal social. C'est pas parce qu'on était le plus intelligent ou le plus fort. C'est parce qu'on a réussi à mieux coopérer que les autres animaux qu'on domine aujourd'hui le monde. Et je vous invite à lire le livre Sapiens, du coup, qui résume bien le sujet. Pour ceux qui ne sont pas trop lecture et plus BD, sachez qu'il existe aussi en BD. Alors, maintenant, une communauté, qu'est-ce que c'est? On va parler de communauté pilotée, qu'on va opposer aux communautés spontanées. Une communauté pilotée, c'est vraiment un groupe d'individus qui vont se réunir pour partager une identité commune, un même objectif commun, des mêmes centres d'intérêt. Et ils vont se réunir en fait pour se rencontrer, pour partager et pour initier des choses ensemble au sein d'un dispositif géré par une organisation. Voilà pourquoi on parle de dispositif piloté, parce que ce projet communautaire est vraiment organisé, managé, structuré par une organisation. Et les communautés sont absolument partout. On les trouve au sein des entreprises, on les trouve au sein de clients, donc toujours managés par une entreprise, mais au sein aussi des institutions, au sein des collectivités, des administrations. Elles sont
partout. Et donc, elle nous concerne tous, et encore plus en tant que responsable communication ou DIRCOM. Quand on se lance dans un projet communautaire, il faut avoir en tête 3 enjeux principaux. Le premier, c'est d'être en capacité de réunir les bonnes personnes au bon endroit, sachant que cet endroit peut être à la fois physique et ou digital. Et au sein de cet endroit de confiance, ces personnes doivent pouvoir accéder à du contenu de qualité exclusif. Ce contenu de qualité exclusif, ça va être des documents, ça va être des projets, ça va être des événements, pour que tous ensemble, ils puissent se rencontrer, ils puissent se fédérer, ils puissent coopérer et ils puissent entrer en relation afin effectivement de travailler ensemble, d'initier des projets, etc., etc., pour que la valeur de la communauté se développe à la fois pour ses membres et pour son pilote. Et c'est pour ça que sur cette dernière partie, c'est un point fondamental qui va vraiment en fait marquer la différence entre audience et communauté. Le terme communauté, c'est un terme qui a été extrêmement galvaudé, notamment par le phénomène des influenceurs qui s'adressent soi-disant à leur communauté, mais en fait, dans un dispositif d'influence, la valeur, elle est générée uniquement pour l'influenceur, pas pour la communauté. Qui plus est, il n'y a pas ou très peu d'interaction entre les personnes qui constituent cette audience. On ne peut donc pas parler de communauté quand on est dans un dispositif en mode influenceur. Et donc, si on va plus loin, il faut opposer community building, donc animation de communauté, et community management. Le community building, c'est vraiment la somme des compétences qui va permettre de façonner, de créer, de développer, d'animer et de piloter une communauté. On est vraiment dans le many-to-many, un ensemble de personnes qui se rencontrent pour coopérer, pour entrer en relation. On est donc dans un dispositif hybride, à la fois digital et physique, dans l'idéal. Ça peut être 100% digital, mais dans l'idéal, il faut penser son projet communautaire en mode hybride. Et on est sur un sujet qui concerne les relations, les liens. On est dans la collaboration. Alors que le community management, vous l'aurez compris, c'est un dispositif plutôt de communication pure et simple. On est là pour développer une audience. C'est une structure ou une personne qui s'adresse à un ensemble, à un public, et on est 100% digital sur les fameux réseaux sociaux. Alors, Céline l'a bien abordé dans l'introduction. Pourquoi créer des communautés quand on est DIRCOM? Encore une fois, quand on est DIRCOM, quand l'entreprise va se lancer, l'entreprise ou l'organisation, hein, l'institution, la collectivité, etc., va se lancer dans un projet communautaire, forcément, vous serez intégré dans le dispositif. Donc, soit vous en prenez le leadership, soit, effectivement, vous êtes un contributeur extrêmement actif de ce projet communautaire. Donc, vous allez voir, c'est des slides assez fournis, mais on vous enverra le support. Hein, je vais être dans la synthèse, sinon je vais complètement exploser la timebox. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à un projet communautaire, vous pouvez absolument tout faire. Il faut voir les communautés comme un outil pour vous, pour votre organisation. Et encore une fois, ça vous repositionne en tant que business partner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça va vous permettre effectivement de reprendre le contrôle de la relation dans un environnement saturé de messages, qui plus est aujourd'hui, qui est complètement maîtrisé, sclérosé même par les plateformes et les algorithmes. Et donc, ça va vous permettre de recréer un lien direct, un lien relationnel fort avec vos clients, vos membres, vos partenaires. Ça va vous permettre, en recréant cette relation directe, de travailler une relation sincère et durable. On ne triche pas dans les communautés avec effectivement votre audience à la base pour renforcer sa fidélité auprès de votre marque, de votre structure. Ça va vous permettre d'incarner vos valeurs. De recréer du sens. On vit dans un monde en pleine transition qui est de plus en plus marqué. Aujourd'hui, une organisation, une marque ne peut pas rester neutre. C'est de plus en plus compliqué. Eh bien, vous lancer dans un projet communautaire va vous permettre de renforcer vos valeurs, de les affirmer auprès de vos parties prenantes. Qui vont devenir du coup des ambassadeurs hein, de votre marque. En devenant ambassadeur de votre marque, ça va vous permettre d'amplifier la portée des messages à moindre coût.
parce qu'en fait, en s'appuyant sur votre communauté, sur vos membres et surtout sur vos ambassadeurs, ces derniers vont multiplier la création de contenu pour vous, ce qu'on appelle l'UGC, un terme je pense que vous connaissez très bien, et ils vont multiplier sa diffusion gratuitement pour vous, parce qu'ils sont complètement engagés avec vous et ils le font pour vous parce que, on va le voir à travers quelques exemples après, ils se retrouvent, vous les aidez, grâce aux projets communautaires, en fait, ils se développent personnellement et donc du coup, en échange, en retour, on est dans du don contre don finalement, ils vont vous aider à multiplier en fait votre contenu et à le diffuser partout dans le monde digital et dans le monde physique. Ça va vous permettre, Céline l'a dit, de renforcer le feedback, d'aller capter des signaux faibles. Et donc, dans ce cas-là, la finalité est multiple. Ça va vous permettre potentiellement d'ajuster vos stratégies de communication par rapport aux nouvelles tendances qui pourraient émerger. Ça va aider à l'innovation, au développement de services, au développement de produits. Bref, ça va vous permettre de collecter un feedback sincère auprès de vos membres, de la communauté. Et donc, du coup, une communauté qui est fortement engagée, dans laquelle vous avez un réseau d'ambassadeurs particulièrement actif, effectivement, c'est un pare-feu face aux crises. J'ai un exemple autour d'OVH. Donc, Patrick, j'espère que les chiffres seront bons. Tu pourras réagir s'il le faut. Mais clairement, c'est un élément qui peut vous aider fortement en cas de crise parce que ça va vous protéger, ça va limiter les rumeurs, les fausses informations, et ça va aussi, avec cet effet démultiplicateur de la portée des messages, vous aider à communiquer auprès de l'ensemble du public. Et donc finalement, tout ça, quand on fait la somme de tous ces atouts, finalement, ça va vous permettre de créer un actif immatériel stratégique durable, parce que quand on fait communauté, on s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas une campagne de communication avec un bouton on, un bouton off, on se lance pour durer. Et ça, c'est vraiment fondamental à avoir en tête. Si vous vous lancez dans un projet communautaire, autant l'aborder sereinement en ayant conscience des risques pour éviter de se planter. Donc, le premier risque, c'est de ne pas y aller, forcément. C'est de rester dans l'ancien monde, dans un modèle obsolète. Les communautés, c'est l'avenir, vous l'avez compris, donc je vous encourage vivement à vous lancer dans ce type de dispositif. Si vous vous lancez, pensez à bien cadrer votre projet communautaire. Si vous y allez comme ça, sans y réfléchir plus que ça, le risque de se planter est fort. Un de nos clients nous disait que finalement, animer une communauté, c'est un peu comme la gestion de projet ou la communication. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde pense savoir faire, tout le monde dit voilà, il faut que tu fasses comme ça, mais finalement, quand on est confronté au sujet, on s'aperçoit que c'est une expertise spécifique, c'est de la méthodologie, c'est technique, et donc il faut s'appuyer sur des experts, soit internes, bien évidemment, soit externes à son organisation. On parlait de réputation, effectivement, c'est un élément clé pour gérer sa réputation. Par contre, on peut le voir, ça peut avoir un impact fort aussi, de façon peut-être négative vis-à-vis de la marque. Donc, c'est de bien maîtriser son projet communautaire pour éviter ce retournement de situation. Et quand on se lance, ne sous-estimez surtout pas les ressources nécessaires pour se lancer, notamment de bien sécuriser un animateur, une animatrice ou des animateurs, des animatrices pour animer et piloter cette communauté. Et surtout, ne confondez pas outils et communauté. Je vois trop souvent des personnes qui aujourd'hui reprennent contact avec moi en disant on a lancé un outil, ça n'a pas fonctionné. Oui, c'est normal, parce que vous avez eu ce réflexe de tout technosolutionnisme. Faire communauté, c'est une histoire de personnes, de liens, d'individus, et donc ça ne se résume pas à juste une plateforme collaborative. Quelques exemples, le temps passe vite, donc je vais aller piocher dedans, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous les aurez sur le support.
Un exemple de communauté de collaborateurs, donc BNP Paribas, qui est notre client, c'est un projet en fait pour accélérer la transformation de l'entreprise. On va venir fédérer les collaborateurs autour des enjeux d'innovation pour que derrière l'entreprise soit plus agile et accélère sa transformation. Et donc clairement, ce dispositif a été lancé en 2019. Il y a 450 animateurs officiels et ces animateurs officiels couvrent 40 000 collaborateurs au sein du groupe, ce qui représente à peu près 22% des effectifs. Et ce que la direction de BNP en ressort, c'est qu'effectivement, l'innovation terrain a été beaucoup plus forte. Plus de 900 projets sont issus de ce dispositif communautaire. Il y a eu un effet d'engagement auprès des collaborateurs de plus 15 à 20% pour les entités les plus actives au sein des communautés. Et donc, d'un point de vue RH, politique RH, c'est extrêmement puissant puisque ça permet de les fidéliser et aussi d'être en recommandation en termes de recrutement. Je vais vous parler maintenant de Salesforce, qui est un cas qui est très documenté. Vous trouverez beaucoup de choses sur Internet à ce sujet. Donc là, on est dans une marque B2B, ça, c'est une communauté de clients. Et c'est quelque chose, c'est un dispositif qui est historique, puisque ça a d'abord émergé de façon spontanée dans les années 2000, et la marque a quand même mis 16 ans avant de s'approprier le sujet et de passer en dispositif piloté. Aujourd'hui, c'est 20 millions de membres, 5 millions d'actifs et 2000 groupes communautaires dans plus de 90 pays. Ce qu'il en ressort pour la marque, pour Salesforce, c'est que effectivement de ces communautés, il en est ressorti plus de 450 nouvelles fonctionnalités. Donc ça a été un accélérateur d'innovation et d'innovation performante, puisque on le sait que c'est une innovation qui va servir, puisqu'elle est réclamée par les utilisateurs les plus actifs. Donc on limite le risque d'échec par rapport à cette innovation. On fidélise beaucoup plus, puisqu'il y a un niveau de satisfaction de plus de 48% par rapport à un client lambda qui ne serait pas embarqué dans ce projet communautaire. Et enfin, ça a un impact business fort, puisque la recommandation est beaucoup plus élevée aussi auprès de ses membres de la communauté Trailblazer. Et ça a un impact fort pour la productivité de l'entreprise, notamment au niveau du support. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Lego, parce que j'y jouais beaucoup quand j'étais enfant. Lego IDs, là, c'est une communauté pareille, de clients. Et clairement, en termes d'impact sur le chiffre d'affaires, sur le rebond de Lego, ça a eu un impact phénoménal. Vous avez quelques chiffres, mais en gros, l'idée de Lego IDs, c'est de s'appuyer sur la communauté pour lancer des nouveaux produits. Et en termes de business, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est le marketing viral. Là, la boîte Central Perk a été en rupture de stock en simplement quelques jours. Et c'est une idée issue de la communauté. Le modèle Saturn V, je ne sais pas de quel modèle il s'agit, bref, peu importe. Mais il y a eu plus de 300 000 exemplaires vendus en l'espace de 6 mois. Voilà, donc encore une fois, on est dans une logique d'innovation. On teste un marché et on s'assure que derrière, ça contribue au développement de l'entreprise. Le cas Harley-Davidson est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand club au monde de propriétaires de motos. Il est très connu, mais dernièrement, il a fait parler de lui, puisque en fait, suite au mouvement politique, on va dire, aux États-Unis, eh bien, en fait, les ambassadeurs les plus durs de cette communauté ont forcé Harley-Davidson à arrêter leur politique d'inclusion. Voilà. Donc, effectivement, là, c'est un cas vraiment très spécifique, à part, où la communauté a été plus forte que la marque et a imposé à la marque de revoir une partie de sa stratégie. Et donc ça, c'est assez marquant pour le noter. Donc c'est pour ça que quand on anime une communauté, il faut être outillé à la fois en hommes, en technique, en outils pour maîtriser ce type d'effet au niveau de ses membres. À côté de ça, ça a permis largement à la marque de se déployer, puisque vous voyez une fidélité accrue, des achats renouvelés, moins de pubs, etc., etc.
OVH, Patrick, donc là, c'est des éléments que j'ai trouvés. Ça a permis clairement la communauté OVH. Ça a été un vrai relais au niveau de la crise de l'incendie du data center, puisque ça a permis en fait, de relayer les messages. Ça a permis aussi de soulager le support et effectivement d'aider OVH dans la gestion de cette crise. Aujourd'hui, la communauté OVH, vous voyez, c'est 200 000 membres. Ça a mis aussi à peu près une quinzaine d'années avant que la marque, l'entreprise s'approprie le sujet de façon plus structurée. Et on le voit, ça permet de vraiment soulager le support en cas de crise. Voilà. On parlait de la Maïf. J'ai effectivement un exemple de la Maïf, mais je ne vais pas en parler. France Travail, autour d'une administration, c'est un cas qui est super intéressant aussi. Je vous laisserai regarder plus en détail. Patagonia est aussi un cas extrêmement connu et impactant au niveau communautaire, notamment par rapport à l'impact RSE et au développement de la marque, au positionnement de la marque. Il y a peut-être des personnes aussi, des collectivités en charge du développement économique ou de l'attractivité dans l'audience d'aujourd'hui. Donc, je vous ai mis le cas de la Bretagne qui a été précurseur sur un dispositif communautaire d'ambassadeurs de la Bretagne pour développer l'attractivité de la région. Vous aurez aussi quelques chiffres et quelques retours d'expérience sur la présentation. Maintenant, comment faire communauté? J'accélère. Donc, je vous l'ai dit, on ne fait pas communauté avec une plateforme. Il faut d'abord penser stratégie communautaire avec une identité forte, un objectif clairement défini, une vision, des valeurs et des indicateurs de pilotage. Le point important, pas de communauté sans community builder, l'animateur de communauté qui est votre architecte, votre animateur et le pilote. Vous pouvez avoir plusieurs animateurs pour une seule communauté. Bien évidemment, l'idée, c'est d'être toujours en lien et avec vos membres. Et donc, pas de community builder formé, pas d'animation impactante, pas de communauté. C'est ça l'élément clé qu'il faut retenir avant de déployer un outil. Vous aurez dans la présentation quelques ressources supplémentaires. On part tous bientôt en vacances. Donc, je vous ai sélectionné 3 livres que je vous invite vivement à lire, soit lors de vos randonnées en bord d'un lac, à la montagne ou sur la plage. Et si vous le souhaitez, nous animons aussi un club d'animateurs de communauté que vous pouvez rejoindre gratuitement. Voilà. J'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Ce qu'il faut retenir, c'est que les communautés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre nouveau super pouvoir. Merci à tous. Super. Merci Céline, merci Vincent pour vos éclairages. Je me suis régalée à préparer ce débat avec vous. Vraiment, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à les écouter. Dites-le nous dans le chat. Je suis comme vous convaincue qu'on doit penser communauté plutôt que cible, remettre du lien, du vrai dans nos communications. Et avec l'IA, on en parlait avec Patrick Chambaud lors de nos derniers débats, l'IA qui bouscule nos relations, c'est encore plus important de se reconnecter, de parler des sujets qui nous questionnent, qui nous rassemblent. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de lancer The Place, notre communauté de responsables com et de dire com. On se retrouve chaque semaine sur la plateforme Voodoo qu'on a choisi justement pour faciliter les échanges, les idées, les mises en relation. Je vois d'ailleurs plusieurs membres connectés aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Merci. En 3 mois, on est déjà plus de 25 membres avec cette envie de prendre notre place de business partner, se sentir moins seul et partager nos méthodes, nos bonnes pratiques. Donc, si ça vous parle, si vous voulez nous rejoindre ou en savoir plus, on ouvre 10 places jusqu'au 10 juillet avec une offre exclusive réservée aux participants du débat. Vous pouvez tout simplement m'écrire sur LinkedIn ou taper « in » dans le chat et je vous recontacterai dans la foulée. Allez, on lance maintenant notre grande conversation. Activez l'icône main levée pour poser vos questions, partager vos retours d'expérience ou réagir.
C'est parti maintenant, c'est à vous de jouer. On vous écoute. En attendant que les mains se lèvent, alors Vincent, tu as une main levée. Moi, ma première question, c'est qui anime des communautés aujourd'hui? Qui anime des communautés parmi les participants? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Moi, je veux bien lancer. Merci à vous, en tout cas, pour ce partage et puis vraiment sur la qualité de la présentation. Je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Oui, juste pour les différents exemples qui ont été cités, effectivement, pour itérer un petit peu sur les propos de Céline et de Vincent. Chez OVH Cloud notamment, j'ai lancé la démarche, enfin, où j'ai repris la démarche communautaire, parce qu'effectivement, dans la tech, il faut savoir, et j'aime bien cet exemple aussi, Vincent, de marques qui professionnalisent la démarche communautaire alors qu'elle est déjà en place. Et c'est vrai que c'est le cas souvent. Les techs sont, je dirais, très communautaires entre eux dans leur façon d'interagir et de partager, dans la co-création. Et du coup, le fait que les marques reprennent ces aspects-là pour les professionnaliser ou pour en tout cas les encadrer, ça paraît assez logique et assez essentiel. Mais j'ai lancé la démarche communautaire il y a 4 ans chez OVH Cloud, avec vraiment effectivement une équipe dédiée, avec des outils, avec vraiment un objectif, une stratégie. Ça faisait vraiment partie de la stratégie de communication au niveau global. Et ça a été un succès. Et en temps de crise, je suis complètement d'accord avec ça et avec les chiffres qui ont été proposés sur le slide, ça a protégé la marque. Ça a vraiment protégé la marque, la fanbase qui aimait la marque, qui sont vraiment des fans de la marque, ont protégé la marque, ont soutenu la marque, l'écosystème s'est réveillé et travailler sa communauté pendant plusieurs années, travailler sa communauté qui peut parfois, ça peut parfois paraître, on va dire, un peu aléatoire pour certaines marques, mais en fait, en réalité, elles travaillent un socle de protection pour les années à venir. Donc, moi, je voudrais vraiment témoigner sur le fait que déjà, nous formons ici une communauté, on est un bon exemple effectivement de partage, mais dans la tech, c'est encore plus vrai. Il y a vraiment cette idée de proximité, cette idée de co-création. Et aussi, il y a vraiment un aspect assez émotionnel aussi sur voilà, l'inclusion des personnes. Et j'aime bien cette idée aussi de faire société, de faire communauté autour de valeurs communes et des projets communs. Donc c'est valable dans la tech, mais c'est valable aussi ailleurs. Et je pense que c'est vraiment, ça dépasse l'aspect communication. On est vraiment plutôt sur quelque chose qui est assez sociétal ou social. Et il faut voir aussi l'engouement pour les réseaux sociaux et puis la bascule qui a eu lieu avec l'arrivée des réseaux sociaux. On a bien vu l'inversement et la bascule. En fait, les marques, on n'avait plus complètement de pouvoir par rapport aux communautés. Et voilà, je pense que c'est un juste rééquilibrage pour les individus et pour les communautés. Donc, bravo à vous pour cette présentation et merci. Merci pour ton retour d'expérience, Patrick, sur l'expérience que tu as vécue. Est-ce que vous avez déjà lancé des communautés? Est-ce que vous avez ce projet de lancer des communautés? Qu'est-ce qui vous questionne? Quelles sont vos questions, vos doutes par rapport à ce que vous avez déjà entendu? Je vous laisse réfléchir. Ouais, Fanny, peut-être. Voilà. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça va vraiment dans ce sens-là. Et du coup, c'est Patrick qui pourrait peut-être répondre, mais je pose la question du coup à Vincent et Patrick, puisque vous êtes les deux premiers à en avoir parlé. Voilà, quand on se questionne, quels sont les freins, les blocages, les obstacles que vous avez pu identifier, voilà, juste parce que forcément on se pose des questions. Là, on a vendu quelque chose et on a proposé quelque chose qui nous réjouit et dont on a envie de se lancer. Quels sont ces freins et d'où ils peuvent éventuellement venir, principalement en interne? Peut-être que c'est plus en interne que j'ai envie de poser la question.
quels sont nos partenaires qu'il va falloir convaincre plus que d'autres qu'il faut se lancer avec les risques que vous avez un peu évoqués tous les deux. Mais voilà, du coup, les freins et les obstacles. Je me lance, Vincent, je Patrick. te laisse si tu as... Ouais. Oui. Alors, les freins, il y a effectivement la volonté de monter une équipe et de structurer la démarche, donc d'avoir un responsable ou un leader ou plusieurs. La volonté effectivement aussi donc ça, le frein, il est de se dire bah voilà, comment on convainc son COMEX ou son manager ou en interne d'avoir une équipe ou des personnes dédiées. Après, vu que nous avons cherché des communautés avec des experts dans différents métiers, on s'est beaucoup appuyé sur l'interne et sur des personnes qui étaient chacune dans leur spécialité et qui pouvaient être soit porte-parole, soit contributeurs, donc écrire des blogs, répondre à des questions, animer des différents types de meetings, animer aussi des conférences. Donc il fallait trouver effectivement l'équipe composée d'experts en interne pour pouvoir monter la communauté. Donc le frein, ça peut être la disponibilité de la personne, ça peut être l'accord du manager de libérer la personne pour que ça fasse partie de son activité. Et si ça fait partie de son activité, comment elle est objectivée sur ce sujet-là quand elle y passe 20% de son temps, ou voire plus pour certains. Donc il y a vraiment un aspect de conviction à la fois au niveau plutôt management, COMEX au global, de dire voilà, on va avoir une démarche communautaire, voilà le plan, voilà la stratégie, voilà les personnes qui vont contribuer, et on va effectivement avoir besoin d'investir soit en temps des personnes existantes, soit de recruter des gens, soit d'investir dans des outils, etc. Donc là, il y a le frein, on va dire, de l'accord en interne de la direction de vos équipes. Et puis après, il y a aussi un autre frein qui est la communauté grossit, elle grandit. Ça peut être chronophage pour certains. Il faut avoir une très bonne organisation pour dire, ben voilà, j'ai créé un blog par mois. Je fais une conférence tous les trimestres, etc. Donc, il y a besoin d'une bonne coordination et une bonne organisation. Ça peut être aussi un frein, le fait que ça puisse être chronophage. Et puis après, il y a aussi un autre frein c'est d'accepter de ne pas tout maîtriser. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans une communication descendante, top-down de la marque vers son audience, puis comme on l'a dit, les communautés ou les membres de la communauté vont avoir aussi de la co-création. On a parlé du GC, hein, User Generated Content. Ça, c'est vraiment très, très intéressant comme démarche pour certaines marques qui veulent augmenter leur SEO, travailler un petit peu aussi sur des contenus qui sont plus authentiques, plus spécifiques. Donc ça, c'est aussi avoir un certain lâcher-prise pour se dire, ben voilà, la communauté prend la parole, elle prend la main sur certains sujets, sur un Twitch, un GitHub ou autre, et la marque va devoir s'effacer par rapport à cette prise de pouvoir de la communauté. Et puis j'aime bien l'exemple d'Harley Davidson aussi, qui est un exemple un petit peu différent. Donc voilà, je dirais plutôt lâcher prise, laisser faire aussi et de voir comment ça grandit, ça se développe. Faut être plutôt, je dirais, agriculteur et cultivateur, c'est-à-dire on pose des graines et on voit comment ça pousse, plutôt que d'être mécaniste et de tirer sur le sujet et faire en sorte que ça marche. Il faut le laisser se développer, il faut le laisser grandir, il faut semer et puis voir comment ça se développe et ça grandit. Puis après, il y a de la conviction interne et de l'organisation. Ça va être dur de faire mieux. On sent qu'il y a du vécu. Non, mais complètement, Patrick, je pense que tu as tout dit. Le sponsor au niveau de la direction, il est clé. Il faut y croire. Il faut que le sponsor, trouver un sponsor au niveau du COMEX, du comité de direction, c'est clé. Il faut que cette personne incarne vraiment les valeurs de l'entreprise ou que l'entreprise, que l'organisation prône. C'est pas toujours évident. Moi, dans la prospection commerciale, clairement, j'essaye d'utiliser les profils disques.
Mon intuition, c'est de dire que si je fais face à un profil bleu, très matheux, ça va être compliqué. Un profil rouge, ça va être compliqué, peut-être un peu plus simple que le profil bleu, parce que le profil rouge, justement, il va pas accepter en fait la contradiction plus difficilement. Et donc, du coup, il va avoir peur. Il va avoir le sentiment qu'il y a un contre-pouvoir qui s'installe. Attention, danger pour lui. Par contre, quand il y a des profils jaunes, verts, hein, jaune c'est le côté social, en jaune c'est royal, d'un point de Je vue suis commercial. dedans, hein, Vincent. Hein. C'est peut-être pour ça Voilà, que j'ai lancé la communauté de Place. exactement. Hein. Je suis jaune et verte. Voilà. Et vert, c'est l'empathie. Et donc, du coup, c'est aussi le lien avec les autres. Hein, c'est la compréhension d'autres. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. En rigolant, souvent, je dis que les communautés, c'est un peu aussi comme les frites au four McCain. Vous vous souvenez de la pub? J'imagine, en tant que communicant, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Eh bien, parfois, dans la coopération, dans le faire communauté, c'est pareil. Il faut se méfier des beaux discours et s'assurer que la personne qui en parle eh bien, se mette bien en action. Qu'elle soit prête, du coup, à investir des ressources pour le faire. Ça, c'est clé. Patrick, tu l'as dit, hein, on ne se lance pas dans un projet communautaire sans stratégie, sans plan, sans indicateur de pilotage, parce que les indicateurs de pilotage, c'est ce qui va nous permettre de s'assurer que le projet communautaire, que la communauté fonctionne, est active et qu'elle contribue bien à l'atteinte des objectifs business qu'on s'est fixés. Ça, c'est fondamental. Et derrière, la stratégie, il faut pouvoir l'opérer. Et donc là, c'est d'avoir les ressources humaines pour animer, en premier lieu. Donc, les ressources humaines formées et disponibles. Patrick, tu as utilisé les 20% minimum, c'est exactement ça. On sait qu'en dessous de 20% d'un ETP, ça ne fonctionne pas. Dans l'idéal, hein, après ça va dépendre du projet communautaire, mais on essaie de s'assurer que dans un projet communautaire, il y a au moins 30% d'un ETP qui est consacré à l'animation du projet communautaire si on veut réussir. Voilà, accepter de ne pas tout maîtriser, c'est fondamental, et se laisser du temps. Et donc ça rejoint effectivement l'allégorie que tu as faite sur le côté agriculteur. Il faut laisser pousser, il faut accepter que ça prenne du temps, c'est pas immédiat. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde d'immédiateté, donc c'est pas toujours facile à faire comprendre aux décisionnaires. Tu pourrais peut-être, Vincent, nous partager les statistiques des fameux 90, 9 et 1% que j'ai retenus et qui représentent vraiment la réalité quand on anime une communauté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi ces chiffres? Oui, tout à fait. Quand on pilote un dispositif communautaire, forcément, on est engagé, on est à fond dedans. On veut que 100% de ses membres deviennent des ambassadeurs, soient hyper actifs, contribuent, partagent du contenu, participent aux événements, etc. Ça se passe rarement comme ça, voire quasiment jamais. D'ailleurs, ça l'illustre bien avec quelques chiffres qui ont été partagés. Et donc, il y a des chercheurs ont théorisé l'activité communautaire à travers donc, ce prisme 99.1. Dans une communauté, vous aurez 1% d'ambassadeurs, vos membres les plus actifs, qui vont être votre soutien, votre relais au quotidien. 9% de contributeurs actifs, réguliers ou occasionnels, en tout cas que vous allez pouvoir identifier assez facilement, qui pourront devenir demain des ambassadeurs, et 90% de consommateurs, c'est-à-dire des gens qui vont venir et qui vont juste observer, consommer le contenu. Vous ne les verrez peut-être pas aux événements, ou peut-être une fois de temps en temps. Et donc, tout l'enjeu dans un dispositif communautaire, c'est de les faire grimper au fur et à mesure, c'est-à-dire de transformer en fait cette population de membres peu actifs, voire inactifs, en membres actifs, puis les membres hyperactifs en membres ambassadeurs. Voilà. Et ça, c'est de la technique, c'est de la méthodologie, c'est du pilotage. Cyril nous dit les faire monter dans la pyramide. Voilà. Et tu vois ce que tu... Pour viser les sommets. Oui, pardon, Céline. En fait, je garde ma question. Je vois qu'il y a Delphine qui veut poser une question. Oui, Delphine, exactement. Delphine, on te laisse la main.
Oui, merci beaucoup pour ces débats très riches. J'avais une question pour Céline. Quand on parle de communauté, ça renvoie aussi aux valeurs de l'entreprise, de l'association. La communauté de BNP n'est peut-être pas celle du CNDPH. Et justement, comment tu valorises cette image et les valeurs de là où tu travailles? Alors, moi, j'ai une spécificité, c'est que je suis une institution publique qui n'a pas de public. Donc, du coup, j'ai pas techniquement cet enjeu de communauté. J'ai pas vocation à faire une communauté parce que moi, je m'adresse pas au grand public. Donc, on n'a pas cet enjeu-là. Néanmoins, c'est ce que j'avais raconté à Fanny et à Vincent. Je suis formatrice en transition écologique et vous connaissez, et pour les agents de l'État. Vous connaissez le contexte dans lequel on évolue, donc on doit former les agents de l'État à ce qu'ils s'engagent pour former à la transition écologique. On est convaincus qu'il faut qu'on se mobilise dans nos métiers à nous pour prendre en compte les enjeux actuels. Et on a décidé nous-mêmes voilà, on a créé un chat et moi je co-anime en fait avec 2 autres personnes. Du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Vincent. Ce chat-là. Donc, voilà, je donne cet exemple-là et je rebondis sur ta question, Delphine. Tu évoquais le partage des valeurs, c'est ça? Ouais. Pour l'avoir vécu à l'Arche en France, donc c'était mon précédent emploi, dans une crise, ça nous a sauvés, le partage des valeurs. Voilà. Merci. Ça donne des idées, on sème des petites graines. Est-ce que Delphine, tu veux rebondir plus largement? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, remarques, retours d'expérience? Est-ce que cette... Ah, Il y a Clarisse! Alors, bonjour, ce n'est pas vraiment une question, c'en est une, il y a une remarque déjà. Je me dis que la dynamique communautaire est peut-être un peu plus complexe et moins évidente quand on est prestataire de services et qu'on ne vend pas de biens. Et qu'en plus de ça, on est en business model qui est en B2B2C. Donc, ce qui veut dire que notre cible finale qui bénéficie de nos services, il n'a jamais directement affaire à nous. Donc, cette stratégie communauté, pour moi, elle est essentiellement en interne pour l'engagement des collaborateurs, par exemple. Peut-être avez-vous une autre idée de comment on peut adresser justement des cibles auxquelles on n'a pas affaire directement au quotidien et qui ignorent peut-être même notre existence, par exemple. Bon cas d'usage. Vincent, on te laisse la main. Alors là, à chaud, avec les quelques éléments communiqués, déjà dans une logique B2B2C, il y a des acteurs entre vous et vos consommateurs. Donc, pensez l'animation de vos distributeurs en mode communautaire. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et après, il y a peut-être aussi réfléchir sur des prescripteurs. Un peu finalement comme l'exemple de la Maïf que j'ai présenté, qui est différent de celui évoqué par Céline lors de l'introduction. On va travailler une thématique qui va fédérer des personnes et qui vont ensuite être, voilà, qui vont prescrire la marque, qui vont la recommander à leur entourage. Voilà, comme ça, là, à chaud, je vois ces 2 axes à travailler. Mais au plaisir d'affiner le sujet par rapport au type de service proposé, au marché, enfin voilà, à tout le contexte. Mais en tout cas, à chaud, je vois ces 2 pistes de réflexion en projet communautaire. Merci beaucoup. Ce n'est pas évident parce qu'on travaille essentiellement avec le public et dans le public, il y a du politique et donc, en général... Et donc, le contre-pouvoir fait peur. Voilà. Je connais bien, surtout qu'on rentre dans une période électorale en France, d'abord les maires et ensuite l'élection présidentielle. Et donc là, clairement, le contre-pouvoir communautaire peut effrayer certains
politicien. Voilà. Après, ça peut être un vrai levier. Ça, c'est le côté négatif. Risque, OK, soit. Mais par contre, on l'a évoqué, hein, un projet communautaire pour un parti politique, c'est aussi un effet multiplicateur par rapport à la diffusion des messages, à l'engagement des citoyens pour aller chercher des nouveaux votes. Donc, c'est une question de posture et encore une fois de stratégie communautaire et de cette capacité à exécuter ensuite la stratégie pour atteindre ses objectifs. Mais si on voit que le côté, le verre à moitié vide, bah oui, c'est le contre-pouvoir. Le verre à moitié plein, là, on peut se dire qu'on peut faire des choses intéressantes pour aller chercher des voix supplémentaires. Très intéressant, c'est un cas d'usage effectivement qui change, qui apporte un exemple supplémentaire aux exemples donnés par Vincent. Est-ce que vous avez envie de réagir, rebondir? Est-ce que d'autres mains se lèvent avant de conclure sur notre débat du jour? C'est tout bon. Merci infiniment, Céline et Vincent, pour la richesse de nos échanges. J'ai pris aussi plein de notes. Vous nous avez donné des éclairages vraiment qualitatifs, de quoi repartir et nous donner envie de créer, développer nos communautés. Merci Patrick Chambaud aussi pour tes éclairages. L'exemple d'OVH tombait vraiment à pic. Merci à vous tous pour votre participation. Donnez-nous votre avis sur le chat et les sujets que vous aimeriez qu'on creuse pour nos prochains débats. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Et surtout, n'oubliez pas, prenez votre place de business partner. À très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.